protection. Protection from what? Ça y est, les nuages s'en vont doucement et le premier coucher de soleil sur l'ouest de l'île de Lefkada. Subtil mais très joli. Hello to your friends. Hello, your friends. Petite pause bien méritée. Ah. Ce bleu est juste phénoménal. Bon, il est midi. J'ai un peu faim, je vais au resto. Oh, on est arrivé. De loin, le meilleur café glacé que j'ai vu ici. Toi n'est pas costume, je me suis payé l'entrée du château de Lefkada. En même temps 2 €, bon ça allait quand même. Ça fera un peu, parce qu'on va trouver un petit festival ça. Ben, ce château de Lefkada,
Ça fait une super ambiance quand tu arrives sur la ville. D'avoir le fort comme ça qui s'érige sur l'horizon au milieu des terres plates de la mer. Mais à visiter, c'est un champ entouré de murs. J'adore les gros châteaux pourtant. Mais là, pas grand chose à voir. C'est plus sympa de l'extérieur. Mais j'ai traversé un petit pont. Et oui, ça, c'est toujours ça de gagner. Ah, mais c'était un rond-point ça. Ah oui, mais ils les font à côté de la route aussi. La mer va pas tarder à commencer à clignoter le soleil. C'est mon moment préféré. Je marche face caméra comme dans un épisode de Zone Interdite. Et si je le pouvais, si je n'avais pas à tenir la caméra, je joindrais les doigts de mes deux mains pour vous appuyer mon propos. Je vais vous faire visiter la majestueuse... Waouh, ça résonne ici. Eh oh! Tout ça pour vous faire visiter la majestueuse cité fortifiée de Ioannina, qui a des gros murs. Malgré l'ancienneté et le caractère historique de la ville, nous pouvons deviner que derrière ces façades, derrière chacune de ces fenêtres, des gens aspirent à une vie meilleure. Nous voici dans la cour du château de Ioannina. Château habité bien évidemment par les rois et les reines de Ioannina, qui génération après génération se sont succédés pour édifier la magnificence de cette ville maîtresse en sa région. Et pour cause, c'est la seule. Comme il est de tradition dans toutes les civilisations mondiales, les Ioanniniens illustrèrent leur puissance en érigeant un truc haut et pointu. Dotés d'une puissance militaire à la fois aérienne, terrestre et maritime hors du commun, les Ioanniniens auraient bien pu être les grands dominants du monde grec. Malheureusement, leur position lacunaire, près d'un lac donc, n'étant pas ouverte sur la mer et les montagnes environnantes empêchant les fantassins de circuler avec aisance, les cantonnèrent à la domination de leur propre ville par eux-mêmes. Les Ioanniniens, connus de par le monde pour leur habileté sans faille à fabriquer des petites pièces en alcôve, reliées par des petites portes en alcôve, menant nulle part. Le mystère, comme celui des pyramides, reste entier. À quoi servaient ces petites pièces? Où menaient ces petites portes? Nul ne le sait. Et les scientifiques, archéologues, ethnologues et architectes du monde entier planchent sur cette question épineuse qui divise les professions. S'il en va de la Grèce comme des bâtiments principaux du château de Ioannina, il n'en reste que ruines. Toujours est-il que le faste des jardins, des bâtiments et des volières laisse rêveur. Et l'on ne peut s'empêcher de s'imaginer la majestuosité du lieu, entouré de montagnes et de lacs, et à se laisser porter nuitamment par des songes oniriques, où ici et là se dresseraient tours et bâtiments, cheminées fumantes et bonnes gens, joyeux et riants. Depuis que je suis à la retraite, j'ai écrit des livres. En Égypte, j'ai vécu jusqu'à 23 ans. Et alors, le premier livre que j'ai écrit, c'était pour l'histoire de ma grand-mère qui est partie de Samos. Et elle est allée au Caire. Elle avait 3 enfants, une fille, mon père et une autre fille. Et puis, son mari est mort. Un accident. Parce que dans un petit village comme ça, les gens ne sont pas très bons avec les veuves femmes. Elle a dit non, je ne reste pas moi ici. Elle est partie pour aller au Caire avec ses 2 filles. Elle a laissé le fils à ses parents. En allant là-bas, elle avait l'adresse d'une amie. Elle avait tout son argent dans son sac. Un très grand voyage pour cette époque. Et dans le train, quelqu'un lui a volé son sac. Tout son argent et l'adresse. Quelqu'un qui fait dans les rues, tu viens et tu parles. Essayer de comprendre pourquoi elle pleure et qu'est-ce qui lui est arrivé. Et ça, elle parlait seulement le grec de son village. Lui, il était de Malta.
il lui a proposé qu'elle vienne pour ce soir chez lui, qui habitait avec sa maman et ses sœurs. Elle était avec le elle était à la rue avec les bébés, ouais. Et une 3 ans et l'autre. Et après, on verra qu'est-ce qu'elle va faire. Et finalement, elle a vécu avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Ah ouais? Quand mon père est venu, il avait 12 ans. Il a eu un choc. Trouver sa maman, qui était, quand elle est partie avec les noirs, elle était veuve, c'était le mandil. Elle l'a trouvée Femme. Et avec un autre homme. En plus. Bien, des problèmes. Ça, c'était l'histoire de mon père. Le deuxième livre, c'était l'histoire de ma mère. Et le troisième livre, c'était pour mes bobas. Et le quatrième livre alors? Le quatrième n'a rien à voir N'a rien à voir. Bonjour Jordan. Salut Yann. Alors Jordan, tes impressions, te voilà arrivé au Météora alors que tu voulais aller à Thessaloniki. Comme le début de mon voyage, à chaque fois qu'on me propose un truc, j'arrive pas à dire non, donc me voilà ici. C'est incroyable. C'est fou. Carrément. Là, t'es sur une autre planète dans un décor de film. T'es à Fontcombe un peu. Je sais pas dans quelle, Bienvenue à Fontcombe. sur quelle planète, mais l'érosion fait un beau boulot quoi. Ouais, c'est la classe. C'est incroyable. Un des paysages les plus incroyables que j'ai vu de ma vie. J'en veux un à la maison comme ça. Devant la maison là. Bah, sans les moines dedans parce que ça doit être chiant, mais sinon dans le rocher avec le bâtiment et tout ça. Qu'est-ce que c'est beau! Et là-bas, il y a Jordan. Coucou Jordan! Ça c'est un vrai aventurier ça. Lui est sous la pluie avec sa tente pourrie toute mouillée. Pas comme les bourgeois là qui se baladent avec leur gros van, tout étanche avec leur couette en plume et tout le bordel. J'ai décidé il y a quelques années d'économiser pour pouvoir entreprendre un tour du monde. Et je suis parti le 3 avril, donc ça fait un peu plus d'un mois que je suis sur la route. Au début, les premières nuits c'était assez difficile. Et je me suis remis en question plusieurs fois les premiers jours. Où je me réveille et je me dis mais putain qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais, j'ai pas dit mais je fais le tour du monde en autostop. Donc j'ai traversé la France, après le nord de l'Italie, j'ai fait la côte croate, le Monténégro, l'Albanie et me voilà dans le nord de la Grèce. Dès que j'ai eu un peu d'argent et que j'ai pu voyager un petit peu en Europe avec mes amis, j'ai été piqué par ce goût d'aventure et de voyage. Et le fait que mes parents n'aient jamais voyagé, etc., ça m'a encore plus donné envie. Et quand mon père me racontait des histoires, ou quand il me disait qu'il aurait kiffé faire telle ou telle chose, bah, je me dis, en le faisant, je le rends fier, et je le vois que je le rends fier, et ça m'apporte beaucoup. Déjà, le fait de choisir de partir en autostop, c'est, je pense, une petite difficulté supplémentaire, et aussi, étant donné que je déteste être tout seul, je pense que c'est la meilleure façon de rencontrer des gens. Mais le fait de devoir et être obligé d'aller à la rencontre des gens pour avancer dans le voyage, il y a ce petit côté excitant et de l'inconnu qui m'attire vraiment. Comme hier, faire du stop, ne pas savoir où tu vas,
rencontrer une personne au hasard, cool, et terminer à faire une petite soirée guitare avec un bel espace, etc. C'est toujours plaisant. C'est l'inconnu en fait. Je pense que c'est vraiment l'inconnu et les galères qui font que, comme on disait hier, t'apprécies encore plus le moment que tu as à la fin. On m'a proposé de travailler en volontariat dans un hostel. Et donc je suis resté 3 ou 4 nuits. Et au bout d'un moment, c'était devenu une routine, je me levais, etc. Je prenais le petit-déj, je faisais mes réparations, je faisais de la soudure, je faisais un petit peu de maçonnerie. Je trouve que c'est un piège, la routine. Surtout dans cet environnement-là où c'était vraiment magnifique, t'avais une vue incroyable sur la mer, les montagnes. Et je me suis fait violence et je me suis dit, il faut que je parte au moment où je suis le mieux et rester sur un souvenir comme ça. Et partir, se forcer à partir et se créer d'autres souvenirs ailleurs. Tu pars comme Lorenzo Lamas dans Le Rebelle, dans les vieilles séries des années 80, où les gars ils arrivent quelque part, puis au moment où c'est le happy end le plus total, ils disparaissent dans l'horizon vers le soleil couchant. Et de moments, au moins 2-3 fois par semaine, ça m'arrive, et je regarde l'horizon, puis je me mets à rigoler, j'ai un sourire et je me dis « Oh putain, je suis quand même bien là ». Et je pense que ce sentiment-là, je pense que c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis heureux et que je réalise mon rêve en fin de compte. Και ρίχνει μου σμούλα στο ρούφο. Μπαίνει ένας μπάτσος με το κούφιο. Και ρίχνει μου σμούλα στο ρούφο. Hello. Nice to meet you. Bon, en tout cas, merci pour tout. C'était vachement cool. Ça m'a quand même bien avancé. On a passé un Ouais, bon c'était moment, sympa, une bonne ouais. soirée, ouais. C'était vachement bien. Allez, ciao. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je me gare à côté de l'endroit où il faut absolument qu'il passe le rotophile pendant une bonne heure. Peut-être c'est mon signe astrologique en Grèce. Genre en mythologie grecque, je suis rotophile. Alors voilà, les jardiniers ont très bien travaillé, c'est magnifiquement tendu, ma parcelle est parfaite, je suis très heureux d'avoir ce jardin si net et de me réveiller dans cette odeur d'herbe fraîche. Go down from there, not from here, from there.